beaucoup voyagé avec mon mari. Et on faisait des voyages tous les ans, et des voyages lointains, dans des contrées lointaines. Et en allant au Costa Rica, on s'arrêtait à Paris. Et là encore, on était boulevard Raspail, et on traverse le boulevard. Et il y avait une énorme manifestation de l'Association des paralysés de France. Et c'était des milliers de personnes handicapées dans la rue. Et je me rappelle, on traverse le boulevard, on se retrouve au milieu de toutes ces personnes en fauteuil, en canne, en béquille, accompagnées, des malvoyants. Enfin, il y avait vraiment, c'était impressionnant comme manifestation. Et là encore, je dis à Brahim, wow, tu te rends compte, ils sont tous handicapés, puis ça doit être affreux, c'est terrible de vivre comme ça. Et 15 jours après, enfin quelques jours après, on se retrouve au Costa Rica et on décide de louer des bicyclettes le matin pour aller faire une balade. On était à 8 heures de San José, de la capitale. Et on loue les bicyclettes et je me rappelle que la femme n'avait pas voulu nous les louer et on avait insisté. Et moi, je faisais beaucoup de photos à l'époque. J'avais mis mes appareils devant et j'étais un petit peu déséquilibrée. Donc on prend la route, on allait à la plage, il faisait super beau. Et je traverse un premier petit pont. Bon, j'étais pas très à l'aise parce que ma bicyclette était un peu grande, mais bon, je me dis, c'est pas grave, j'avais un peu peur. Je traverse ce premier pont et arrive un deuxième pont. Et là, je sais pas ce qui se passe. Mon volant, enfin mon guidon tourne et je me vois aller dans le précipice et je me dis, ça va être terrible. Et effectivement, je suis tombée, c'était pas très haut. Sauf qu'en bas, il y avait une énorme pierre et que je l'ai reçue en plein dans le dos et que j'ai été paralysée instantanément. Et ça, c'est une impression qu'on ne peut pas connaître avant de l'avoir vécue parce que personne ne peut s'imaginer être paralysé un jour, être privé de ses membres, pas simplement de sa motricité, mais aussi de sa sensibilité. Et me voilà donc allongée sous un soleil brûlant, le temps que Brahim, mon mari, arrive, parce qu'il m'avait vu tomber, mais lui, il riait, en se disant, elle ne sait même pas conduire une bicyclette, elle tombe, mais pour lui, c'était vraiment, je me relevais et on repartait, quoi. Et il arrive et je lui dis, je suis paralysée. Et là, c'est étonnant parce que je savais que c'était grave. Et en même temps, j'ai été prise d'un calme absolument incroyable. J'étais d'un calme extraordinaire, alors que lui, le pauvre, a dû gérer tout le stress de trouver un camion qui m'a emmené d'abord dans un petit village à côté. C'était à 4 heures de route. Et je me rappelle, c'était un pick-up. J'avais fait tout le voyage comme ça parce que j'arrivais plus à respirer, j'avais un pneumothorax. Et moi, dans ma tête, il fallait que je tienne, il fallait que j'arrive à l'hôpital. Pas un moment, j'ai pensé que j'allais mourir. Et ça, c'est une première frontière que j'ai traversée parce qu'on a tous très peur de la mort, mais pas une minute pendant les 8 heures qu'ont duré mon transfert de ce bout de perdu au Costa Rica jusqu'à l'hôpital à San José, dans des conditions absolument épiques de sauvetage, parce qu'il a fallu appeler un petit avion qui finalement n'a pas pu atterrir, en rappeler un deuxième qui atterrit dans un champ de bananes. Enfin, je vous passe les détails. C'était vraiment... Je suis arrivée à l'hôpital, j'étais avec 5 de tension, et pas une minute, je me suis dit, je vais mourir. C'était, il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Enfin, je vous raconte tout ça parce que la première peur qu'on a, c'est la peur de la mort. Et je vous rassure tout de suite, enfin peut-être que des gens l'ont déjà vécu ici, mais finalement quand on est face à cette possibilité, il y a ce calme intérieur qui vient et qui fait qu'on trouve des ressources absolument incroyables. Absolument incroyables. Donc s'en est suivi une période de rééducation assez longue, d'abord aux États-Unis et ensuite en France. Et là encore, j'ai traversé d'autres frontières qui sont les frontières de la douleur, parce que quand on est handicapé, c'est pas simplement le fait d'être sur un fauteuil, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est toutes les douleurs neurologiques. Moi, je me rappelle que j'avais des douleurs un jour oui, un jour non. Donc il y avait des jours sans où je pouvais fonctionner plus ou moins bien, et il y avait des jours où le matin, la douleur, elle commençait par les petits doigts de pied, et à la fin de la journée, c'était tout le corps qui était perclus de souffrance. Et à tel point que j'allais voir les médecins en leur disant, mais écoutez, il faut me libérer de cette douleur parce que je vais devenir folle. Et eux me donnaient des antidépresseurs. Bon, quand j'ai appris que c'était des antidépresseurs, j'ai jeté tout ça en me disant, écoutez, je vais faire avec et je vais domestiquer cette douleur pour pouvoir continuer à vivre parce que sinon, je ne veux pas qu'elle ait une emprise sur moi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à m'occuper, donc à faire la rééducation, etc. Et c'est long parce que j'avais 32 ans. J'étais en pleine force de l'âge, tout me souriait, super situation, mariée avec un homme que j'adore, 2 enfants, enfin la totale. Et puis d'un coup, on se retrouve à ne plus savoir très bien ce qu'on est. Est-ce qu'on est encore une femme? Est-ce qu'on est encore séduisante?
quelle va être la vie après, est-ce que le mari va pas se tirer, enfin tout le genre de questions qu'on peut se poser quand on se retrouve handicapé du jour au lendemain en se disant mais quel va être l'avenir. Et là encore, très grand calme, c'est absolument incroyable parce que les gens me demandent souvent mais comment tu as fait, mais je leur dis mais c'est quelque chose qui est au-delà de moi-même, c'est une force. Je pense qu'on a tous en nous des capacités et des ressources absolument insoupçonnées et qui font que face à des situations difficiles, eh ben, on arrive à réagir et à prendre les bonnes décisions. Donc moi, je me suis dit, puisque je suis là et que j'ai 2 enfants quand même en bas âge, je vais oublier ma famille, je vais me concentrer sur ce que je suis en train de faire et je me suis fait ma vie en France. Donc je me suis fait ma vie dans les centres de rééducation avec mes amis, mes sorties, les joies, les peines, les douleurs, les pleurs, les rires. Et ça a été 6 mois où finalement, comme j'étais vraiment dans l'instant, où j'essayais de regagner essayer de recouvrer un peu de ma mobilité, je me disais, bon ben, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir remarcher. Si je remarche, c'est bien. Ben, si je ne remarche pas, il faudra que je fasse avec. Et donc, les 6 mois sont passés et je rentre au Maroc. Et là, ça m'a quand même pris 1 an pour faire le tour. Le tour, quand je dis le tour, c'est parce qu'à un moment, il faut faire un deuil quand même. Parce qu'on se rend compte que la motricité ne revient pas, la sensibilité ne revient pas non plus. Et ben, il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de ne pas pouvoir marcher. Il faut faire le deuil de ne pas pouvoir faire certaines choses qu'on faisait avant, etc. Et ça m'a pris 1 an pour refaire les choses. À chaque fois, c'était difficile la première fois. La première fois d'aller au cinéma, la première fois d'aller au restaurant, la première fois d'aller nager, la première fois de rencontrer des gens qu'on avait toujours vus debout et puis de se retrouver au niveau de la ceinture des gens. Et tout ça, c'était vraiment me dire, OK, toutes les premières fois vont être difficiles et après, ça va aller mieux. Et surtout, le regard des autres. Et je me disais, moi, le regard des autres, je m'en fous. Je ne veux pas qu'on me voit comme une personne handicapée. Parce que finalement, les gens vont me regarder, mais je ne veux pas être portée par le regard des autres. C'est moi qui vais faire en sorte que mes faiblesses deviennent une force, et c'est moi qui vais faire en sorte que les gens ne voient plus mon handicap. Parce que y avait une chose qui m'avait absolument marquée, c'était le premier jour où j'étais arrivée à la gare, j'étais avec une jeune fille dans la chambre qui avait 18 ans, et qui était paraplégique, et qui me disait, moi je ne supporte pas d'aller sur les Champs-Élysées avec mon copain en fauteuil, tout le monde nous regarde. Et moi, ça fait un déclic dans ma tête et je me suis dit, ben moi, je ne serai jamais comme ça. Je suis fière de moi, je suis fière de ce que je suis. Et ben, si les autres sont dérangés par mon handicap, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Et ça, c'est des petites victoires, c'est victoire après victoire. Et il faut dire aussi que j'ai été extrêmement soutenue, non seulement par ma famille, c'est-à-dire par mon mari, mes parents, mes beaux-parents, mes enfants, etc., mais il y a eu une vague de solidarité absolument exceptionnelle qui a fait que pendant que j'étais en rééducation, je recevais des fax et tous les jours, on se regroupait en famille et on lisait tous ces fax. Et c'était des vagues d'énergie qui venaient et qui faisaient que finalement les frontières n'existaient plus. Je parle des frontières terrestres, mais je parle même des frontières intérieures. Parce qu'il arrive à un moment où il y a, quand le calme se fait et qu'on accepte la situation comme elle est, parce qu'elle est ce qu'elle est, et que ça ne sert à rien de résister. Et résister, c'est souffrir. Eh bien, quand on est... j'ai perdu le fil de mes idées. Ce que je voulais dire, c'est que un maître indien disait la douleur est inévitable et la souffrance est facultative. Et je me disais, finalement, on a peur de quoi? On a peur de la douleur elle est là, j'arrive à la surmonter. On a peur de quoi? De la paralysie est là, j'arrive à la surmonter. Et finalement, on se rend compte que les frontières, qui au départ étaient très étroites, finissent par s'éloigner, et l'important, c'est d'élargir ce qu'on appelle sa zone de confort. Et ça, pour moi, ça a été une découverte absolument fondamentale. Donc, je rentre au Maroc. Après 6 mois de rééducation en France, je retrouve ma famille, mes enfants. Et les choses, rien n'arrive jamais par hasard. Et quelqu'un me parle d'une association qui venait de se créer, qui s'appelle l'Amicale marocaine des handicapés. Et me dit, écoute, il faudrait peut-être que tu t'approches d'eux. Ils venaient d'organiser un téléthon sans télévision à l'époque, c'était en 93. Et donc, je suis allée les voir et je les ai trouvés super sympas. On était 5 à l'époque, on n'était pas très nombreux. Et on a commencé à donc essayer de travailler un peu pour changer la perception
des gens sur le handicap. Donc on a organisé des télétons, on a développé les services. Je vais lancer en même temps le diaporama. Voilà. Donc on a développé des services pour les personnes handicapées, puisque nous sommes une association de soutien. On distribue des cannes, des béquilles, des fauteuils roulants. Ça, c'est un gros point dans notre activité. Mais on aide aussi les personnes quand ils ont besoin d'une assistance juridique. On les aide à accéder à l'emploi. On les aide pour la formation, pour l'éducation. On fait beaucoup de sport aussi. Et on est également une association de développement et de plaidoyer. Parce que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est pas simplement de changer la perception que les gens ont sur le handicap, mais aussi changer les lois. On se rend compte que si on n'a pas des lois qui sont appliquées, ben on aura beau faire tous les efforts que l'on veut, on ne pourra pas avancer. Et donc on a beaucoup concentré nos efforts sur le domaine sur le domaine du plaidoyer ces 10 dernières années, en espérant que les choses vont avancer dans le sens que l'on veut. Mais on s'est rendu compte aussi que le premier pas, c'était d'abord de permettre aux gens de se rééduquer. Et c'est là qu'on a décidé, grâce au Téléthon que nous avons organisé, de construire le premier centre de rééducation au Maroc. Et si vous le permettez, je vais vous envoyer une petite vidéo de 2 minutes qui va vous permettre de voir ce qu'on a fait avec ce centre. Names are Youssef, Salma, Atia and Khadija. They're Moroccan, often from underprivileged backgrounds, and they're disabled. A very enterprising woman put the smile back onto their faces, and she's disabled as well. It all began in 1992 when Amina Laraki Slaoui lost the use of her legs, but instead of giving up, she turned her disability into a positive force and joined the Moroccan Association for the Disabled. Quand je me suis engagée corps et âme, j'ai même pas réfléchi, parce que c'était un besoin. C'était vital pour moi. Je voulais pas rester enfermée dans mon handicap, je voulais pas être un poids pour mon mari, mes enfants, ma famille, pour la société. C'est quelque chose que je n'ai même pas réfléchi. On s'est retrouvés, on a fait clan pour faire évoluer les choses. Et pour montrer qu'une personne handicapée, c'est une personne comme une autre, qui vit avec ses problèmes, ses soucis, ses joies, ses bonheurs, et qui ne lui demande qu'une chose, c'est d'être intégrée. To give the disabled a chance to live a normal life, that's the aim of the association's rehabilitation centre here in Casablanca. C'est un hôpital. Donc vient au centre toute personne qui est handicapée, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Ça peut être tout type de handicap, mais c'est les handicaps physiques. La personne arrive ici avec un projet de vie. Il faut qu'elle reconstruise sa vie. Nous, on l'accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la réintégration au domicile. Et si possible après, à travers l'AMH, pour trouver un travail. A friendly, modern, comfortable centre, often in striking contrast with the patient's everyday life. Amina was raised in a privileged environment, yet she's fully aware that especially in Morocco, a disability can mean hardship for the entire family. On a besoin de beaucoup de choses quand on est handicapé. On a besoin de fauteuils, on a besoin de cannes, on a besoin de rééducation, on a besoin d'aide technique, genre des orthèses ou des prothèses. Et c'est un matériel malheureusement qui coûte très très cher. Amina and the Moroccan Association for the Disabled still have many hurdles to get over. Accessibility to public places, integration in schools and the workplace. There's a lot to be done, but there's no shortage of enthusiasm in the association to get them done. Je crois que notre force à nous, justement, c'est de vivre le moment présent. Parce que quand il vous arrive une claque comme ça, je vous assure que tout change. Cet accident et tout ce que ça m'a apporté par la suite, ça m'a tellement développé intérieurement. Et ça a tellement changé aussi mon entourage, je trouve, dans le bon sens, que je n'ai aucun regret. Alors, on est très fiers de ce centre. C'est un centre qui reçoit à peu près 200 personnes par jour en ambulatoire. On a 80 lits. On emploie 180 personnes. C'est une entreprise, en fait. Et on est en train d'ouvrir un deuxième centre à Casablanca. Et ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire rééduquer la personne pour pouvoir se réinsérer. Sans rééducation, il n'y a pas de réinsertion possible. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que bon, le handicap, c'est pas ce qui nous définit. Les personnes handicapées fascinent, les personnes handicapées dérangent. Et je me suis souvent posé la question pourquoi. Et je crois que quelque part, c'est parce qu'on renvoie
à l'autre ses peurs ou ses faiblesses ou ses failles, ou qu'on n'a pas envie de ressembler à un semblable qui est un peu hors norme. Je crois qu'il y a un désir inavoué de la part des personnes, en parenthèse valides, de créer quelque part une frontière entre les gens normaux et les gens qui sont hors normes. Et c'est cette frontière-là qu'il faut que nous, en tout cas au niveau de l'Amicale marocaine handicapée, on essaye de faire tomber. Parce que c'est pas parce qu'on est en fauteuil, moi je me considère comme une personne valide en fauteuil. Je ne marche pas, mais je suis aussi active, si ce n'est plus, que la plupart des gens que je connais autour de moi. Et c'est cette perception qu'il est important de faire tomber. Et je crois que le rôle de modèle est un rôle important. Et c'est pour ça qu'au niveau de... Moi, je parle de moi, mais derrière moi, on est une équipe, on est soudés, on est complémentaires, on est la même équipe depuis une vingtaine d'années. Et c'est vraiment notre œuvre. C'est vraiment de dire aux gens, écoutez, ça peut arriver à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Ça peut arriver à tout le monde. Et j'en suis la preuve vivante ici devant vous. Et faites en sorte de faire tomber ces barrières. Faites en sorte de faire tomber ces frontières. Et par rapport... Bon, le handicap, c'est pas toute ma vie non plus. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi de partager, c'est que nous avons créé une autre association qui s'appelle l'Art de Vivre, et qui est une association qui permet enfin, où on donne des cours, des stages, qu'on appelle communément des stages de respiration, pour permettre aux gens de gérer leur stress. Donc ce sont des techniques de yoga, en fait, qui sont très vieilles, très, très anciennes, et qui ont été adaptées au monde moderne. Et grâce à ces stages, nous avons pu rentrer dans les prisons. Et ça, c'est une expérience qui m'a fortement marquée, parce qu'on s'est retrouvés dans le centre des jeunes délinquants à Casablanca, à donner des stages de respiration et faire du yoga à des jeunes qui sont enfermés pour de nombreuses années, et à qui on a permis d'élever un peu ce niveau de conscience. Et bon, là, il me reste 1 minute, donc je voulais conclure en disant que ce qu'il faut privilégier, c'est justement faire grandir cet espace intérieur que nous avons tous en nous, qu'il ne faut pas attendre d'avoir un événement dur ou de souffrir pour pouvoir le développer, parce qu'on a la capacité de le faire même quand on est bien. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Et je terminerai par deux citations. C'est que tout ce qui ne tue pas renforce. Ça, c'est une citation de Nietzsche. Et la deuxième, c'est pour soulever des montagnes, il faut commencer par enlever les petites pierres. Et je vous remercie de votre attention.